Bonjour à tous, merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Nous sommes le lundi 28 avril et en Israël, on commémore aujourd'hui officiellement la journée du souvenir de la Shoah. Dans moins de 2 heures, les sirènes retentiront dans l'ensemble du pays. 2 minutes de silence et d'immobilisme total pour ne jamais oublier les 6 millions de juifs exterminés par les nazis. Et on y consacre ce matin évidemment notre édition. On commence par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril, bonjour. Les journaux israéliens consacrent évidemment leurs éditions ce matin aux commémorations prévues. Et oui, Barbara, et les quotidiens israéliens qui portent ce matin le noir du deuil pour s'incliner devant la mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah. 6 millions de victimes, c'est pour le quotidien un grand tirage, Yediot Aharonot, 6 millions de souvenirs. Car tout homme a un nom, dit le poème de la poétesse israélienne Zelda Mishkovsky, publié ce matin dans les colonnes du journal Yediot Aharonot. Donc tout comme cette prière intitulée « Et le monde se tue », signé Elie Wiesel, prix Nobel et ancien correspondant en France du journal. C'est bel et bien sur notre planète que s'est produit l'impensable, écrit de son côté Noah Kliger. La Shoah, écrit le rescapé et journaliste du journal, n'a pas été perpétrée pendant la préhistoire ou sur une toute autre planète, non. Elle a été perpétrée en Europe, il y a seulement 70 ans, par un peuple considéré alors comme le plus éclairé et le plus développé du vieux continent. Et dans son supplément magazine, le Yediot Aharonot, lui, a proposé à 9 rescapés de la Shoah de dialoguer avec les enfants qu'ils furent pendant la guerre pour leur dire ceci: nous sommes toujours vivants, se plonger le temps d'un témoignage dans l'une des photos noir et blanc de leur enfance, comme Pnina Segel, ici sur cette photo prise à Lodz en Pologne, lorsqu'elle avait 1 an et demi. Cette grand-mère de 10 petits-enfants qui vit aujourd'hui près de Tel Aviv raconte comment elle immigra en Israël, en Palestine mandataire en 1947, après avoir été libérée du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Et puis en une du quotidien gratuit Israël Hayom, ces 2 images, la première en Pologne, où une lycéenne israélienne marche sur les traces de ses aïeux dans le camp de Birkenau, et à droite, les parachutistes israéliens au garde à vous, à la mémoire des victimes. Pour Binyamin Netanyahou, cité en une du journal, Israël est aujourd'hui suffisamment puissant pour se défendre. Alors justement, les commémorations ont démarré hier en Israël et elles ont donné lieu à de nombreuses déclarations politiques. Et oui, notamment celle du Premier ministre israélien qui est citée ce matin par le Jérusalem Post, le quotidien israélien en langue anglaise. Le Premier ministre israélien qui appelle la communauté internationale à ne pas répéter avec l'Iran les erreurs commises dans les années 30. Il faut, a-t-il dit, savoir identifier à temps les menaces et savoir agir à temps contre elles. De son côté, le président Shimon Peres a lui mis en garde contre la montée de l'extrême droite en Europe, alors que nos confrères du Haaretz saluent de leur côté la condamnation publiée par Mahmoud Abbas pour le président de l'autorité palestinienne. Ce qui est arrivé aux Juifs durant l'Holocauste est le crime le plus odieux qui soit survenu contre l'humanité pendant l'ère moderne. Mais pas de quoi impressionner Binyamin Netanyahou, puisque le Premier ministre israélien a aussitôt déclaré qu'au lieu de faire des déclarations visant à apaiser l'opinion publique internationale, Mahmoud Abbas devait faire un choix entre l'alliance avec le Hamas et la paix véritable avec Israël. Voilà, on reviendra évidemment sur ces déclarations dans cette édition. On termine, Cyril, par un bref tour d'horizon de l'actualité, le reste de l'actualité dans la région. Oui, restons dans notre région à Ramallah, où le Conseil central palestinien de l'OLP a donc adopté hier un plan qui prévoit la poursuite des démarches d'adhésion à une 60aine d'instances de l'ONU et accords internationaux. Et puis, de son côté, le Hachar Kalawasat, le quotidien panarabe qui paraît à Londres, publie en une ce matin cette image de Saif el-Islam, jugé par vidéoconférence. En une du quotidien, vous le voyez donc, le fils de Muammar Kadhafi, qui a comparu ce dimanche donc par vidéoconférence devant la cour pénale de Tripoli. Saif el-Islam, qui vous le savez, doit être jugé avec 36 autres proches de son père pour leur rôle dans la répression meurtrière de la révolte de 2011. Merci beaucoup, Cyril. À tout à l'heure. Alors vous l'aurez compris, en Israël, on marque donc aujourd'hui le jour de la Shoah et on a tenu à commencer cette édition en faisant le point sur l'antisémitisme dans le monde. Cette phrase, plus jamais ça, est-ce qu'elle veut dire encore quelque chose? Aujourd'hui, bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Elle veut dire encore quelque chose, cette phrase?
Je pense qu'aujourd'hui, elle veut dire quelque chose dans la mesure où les Juifs aujourd'hui sont souverains en leur propre pays. Comme l'ont rappelé hier aussi bien le président Shimon Peres que le Premier ministre Netanyahou, l'histoire a changé. Les Juifs ont pris leur destin en main. Ils ont leur propre pays. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu'ils aient résolu tous leurs problèmes. Aucun peuple ne l'a fait, qu'il n'y a pas de nouveaux défis. Mais en tout cas, les Juifs sont responsables aujourd'hui de leur propre destin. Une nouvelle Shoah est inenvisageable aujourd'hui qu'Israël existe ? Je pense que la menace iranienne est réelle. La menace nucléaire iranienne est réelle. D'un autre côté, je pense que la capacité militaire et nucléaire supposée d'Israël, puisqu'elle n'est pas officielle, est telle que je pense qu'Israël a la capacité de se défendre vis-à-vis de cette menace qui reste réelle, et cela en dépit de la politique d'apaisement menée aujourd'hui par l'Occident vis-à-vis de l'Iran, qui a été également dénoncée hier. Je suis confiant qu'Israël a la capacité de se défendre. C'est l'antisémitisme qui est le moteur de ce programme nucléaire iranien ? Écoutez, le régime iranien est un régime messianique qui, depuis la révolution de 1979, veut faire venir l'avènement du 12e imam, une vision très messianique de l'histoire. C'était effectivement particulièrement vrai sous la présidence du président Ahmadinejad, avec cette vision qu'il faut arriver à une guerre totale entre les ennemis d'Allah pour faire arriver le 12e imam. Donc il y a une vision idéologique. On peut l'appeler antisémite, on peut l'appeler haineuse, ce n'est pas important comment on l'appelle, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une vision très dangereuse de l'histoire par les dirigeants iraniens, et que s'ils avaient l'arme nucléaire, cela serait bien entendu un danger inacceptable. Alors on s'éloigne un peu de l'Iran. Est-ce que de manière générale, vous avez le sentiment que l'antisémitisme s'est banalisé ces dernières années ? Je ne pense pas qu'il se soit banalisé, mais je pense qu'il est devenu plus sophistiqué dans la mesure où aujourd'hui on utilise une nouvelle forme d'antisémitisme. L'antisémitisme en lui-même est devenu politiquement incorrect en Europe. Et pour le masquer, on utilise d'autres stratagèmes. La haine d'Israël, l'antisionisme, la critique démesurée d'Israël en disant je ne suis pas antisémite, je suis uniquement antisioniste. Alors c'est vrai qu'on peut ne pas être antisémite et être contre Israël. Ceci dit, comme je dis toujours, dire que l'on est anti-sionisme et pas antisémite, c'est comme dire que l'on n'a rien contre les Juifs tant qu'ils n'ont pas la capacité de se défendre et qu'ils ne sont pas égaux vis-à-vis des autres nations, puisque nier aux Juifs le droit à l'autodétermination, c'est une forme de ségrégation. Pour vous, la haine d'Israël puise forcément ses racines dans l'antisémitisme ? On peut critiquer la politique israélienne face aux Palestiniens sans être antisémite ? Bien entendu, c'est évident. Critiquer Israël, les Israéliens excellent dans cela. Tous les Israéliens critiquent leur propre pays, cela ne signifie pas évidemment qu'ils sont antisémites. Évidemment qu'il y a une différence entre critiquer Israël et être antisémite. Ceci dit, lorsqu'on fait deux poids, deux mesures, lorsque l'on critique Israël là où on excuse d'autres pays et d'autres pays démocratiques, lorsqu'on utilise des arguments et des critiques complètement infondées et la diffamation, c'est une politique de deux poids, deux mesures qui s'apparente à de l'antisémitisme. Encore une fois, c'est vrai qu'il faut distinguer entre la critique légitime, rationnelle et logique et l'antisémitisme, ce sont deux choses différentes. Alors on va parler très concrètement d'antisémitisme. Une enquête mondiale publiée hier matin à l'occasion de la journée de la Shoah révèle que près de la moitié de la population juive dans le monde craint des attaques physiques ou verbales. C'est quand même une situation aberrante. Ce rapport d'abord qui a été publié par l'Université de Tel Aviv, par le centre Cantor, s'est focalisé essentiellement sur l'Europe. C'est vrai qu'en Europe, il y a, c'est pas nouveau, de nombreux actes antisémites. On voit également une immigration assez prononcée des Juifs européens vers Israël, mais également vers l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. Effectivement, un sentiment d'insécurité qui provient à la fois de la violence de ce qu'on appelle dans le langage politiquement correct européen de l'immigration, de la jeunesse issue de l'immigration, mais également de l'extrême droite résurgente en Europe, qui n'est pas focalisée seulement contre les Juifs, mais contre tous les étrangers, tous les immigrants, etc. Donc c'est un fait qu'il y a un sentiment d'insécurité, mais d'un autre côté, il y a une réponse aujourd'hui à ce sentiment d'insécurité, et cela s'appelle Israël. En tant que sioniste, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les Juifs restent en Europe ou ailleurs. La réponse ne devrait pas venir plutôt des gouvernements européens eux-mêmes ?
Il y a une limite jusqu'à laquelle les gouvernements européens peuvent éradiquer complètement les actes antisémites et l'antisémitisme lui-même. Alors qu'ils fassent ce qu'ils peuvent, très bien, mais ils n'ont pas la capacité de l'éradiquer complètement. Et c'est aux Juifs de prendre leurs responsabilités. En tout cas, le président israélien semble être d'accord avec vous. Shimon Peres a répété le rôle d'Israël dans ce combat. Hier, je vous propose qu'on l'écoute. C'était aux commémorations officielles de cette journée de la Shoah. Et pourtant, nous n'avons pas le droit d'ignorer tout phénomène d'antisémitisme, de toute manifestation de haine et de destruction de synagogues ou de profanation de cimetières. Il ne faut pas ignorer la montée de partis d'extrême droite qui ont des aspirations néo-nazies, qui sont un danger et qu'il faut absolument combattre. L'État d'Israël d'aujourd'hui n'est pas simplement le mémorial unique pour le souvenir de nos frères et sœurs qui furent détruits. L'État d'Israël est la dissuasion de toute tentative de revenir à cette époque de la Shoah. Israël, un Israël fort, est notre réponse à la terreur de l'antisémitisme. Israël n'est certainement pas l'excuse des peuples pour ne pas voir le danger de cette maladie terrible qui peut revenir, l'antisémitisme. Permettez-moi de parler de 90 ans d'expérience pour vous dire que sans l'État d'Israël, nous serions tous obligés de continuer de vivre affaiblis au lieu d'être aujourd'hui le peuple que nous sommes devenus. Israël, c'est la force de dissuasion, c'est la réponse à l'antisémitisme. C'est la réponse à l'antisémitisme, mais je pense qu'Israël, ce n'est pas seulement un refuge pour les Juifs, c'est également la renaissance d'une culture unique, un pays qui contribue à l'humanité. Je crois que le sionisme, il ne faut pas percevoir le sionisme uniquement comme réaction négative à l'antisémitisme, mais comme un message positif pour le peuple juif et pour l'humanité. Alors Shimon Peres parle également de l'extrême droite qui sévit en Europe. Le fameux rapport souligne une hausse de l'antisémitisme en Europe de l'Est notamment. L'Ukraine, la Russie, la Hongrie où la communauté juive a lancé hier un cri terrible. Le nazisme est en train de renaître de ses cendres dans notre pays. Est-ce que vous y croyez ? Écoutez, dire que le nazisme est en train de renaître de ses cendres, c'est peut-être exagéré, mais c'est clair qu'il y a aujourd'hui en Hongrie une tendance d'extrême droite avec le parti Jobbik qui a eu un succès indéniable aux précédentes élections. Et encore une fois, ça n'est pas seulement vis-à-vis des Juifs, mais c'est également vis-à-vis des Juifs. Et les Juifs de Hongrie, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas vu la réalité. Je veux dire, ils ont été plus de 400 000 Juifs ont été déportés vers les camps de Juifs hongrois ont été déportés vers les camps de concentration et ils n'ont pas voulu voir la réalité jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui, encore une fois, ils ont une réponse à cette réalité, à cette résurgence de l'extrême droite et de l'antisémitisme. Et cette réponse, comme l'a dit Shimon Peres, c'est Israël. Alors parlons de la France également. Le rapport souligne que la France dénombre le plus grand nombre, proportionnellement, d'attaques antisémites pour l'année 2013. Est-ce que vous avez une explication ? Je pense que dans le cas français, les statistiques montrent très clairement que la plupart de ces attaques viennent encore une fois, ce qu'on appelle la jeunesse issue de l'immigration. Il y a également un antisémitisme musulman qu'on ne peut pas nier. Il est également proclamé et véhiculé, comme on l'a vu récemment par Dieudonné, cette espèce d'antisémitisme musulman qui accuse les juifs de tous les maux du monde, etc. etc. Il a vraiment changé quelque chose à l'antisémitisme français, Dieudonné ? Il a révélé des choses ? Je pense que Dieudonné aujourd'hui fédère de nombreuses frustrations et qu'il a réussi l'impensable à réunir sous une même coupole idéologique aussi bien les musulmans radicaux que l'extrême droite française catholique où le juif finalement fédère ces haines de gens qui autrement se haïraient les uns les autres. Donc je crois qu'effectivement Dieudonné, c'est ce phénomène de la fédération des haines anti-juives. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous rappelez aussi peut-être, c'est que selon le rapport, l'antisémitisme s'est ancré cette année de façon structurelle, avec un retour aux formulations antisémites extrêmement traditionnelles, anciennes, le lien entre les juifs, le pouvoir et l'argent. Vous l'expliquez par la crise économique, il y a d'autres explications ? Je pense que la crise financière de 2008 a contribué à la résurgence de cette théorie du complot. Je vous rappelle qu'en 2008, de nombreuses... C'est ce que dit Dieudonné,
C'est ce que dit Dieudonné, et c'était déjà clairement dit à l'époque, en 2008, contre George Soros par exemple, ou également le fait que, évidemment, Madoff était juif, et donc cette accusation que les juifs avaient créé la crise financière. Donc effectivement, on assiste à une répétition de ces thèmes antisémites. En 30 secondes, pour finir, Emmanuel Lafon, est-ce que les juifs ont de quoi être inquiets pour leur avenir aujourd'hui? Non, parce qu'Israël existe. Ils n'ont de quoi être inquiets uniquement s'ils restent en diaspora. Mais comme je l'ai dit, en tant que sioniste, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous lancez un appel de diaspora, un appel aux juifs de monter en Israël? C'est évidemment. Je pense que c'est le seul avenir pour les juifs aujourd'hui est en Israël, c'est très clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans le Morning, on parlera de la Shoah, cette fois côté palestinien. Longtemps tabou, les choses seraient en train de changer. Pour la première fois, le président palestinien parle du pire crime de l'histoire. Alors qu'est-ce qui lui prend à Mahmoud Abbas? On y revient après un nouveau journal. Merci d'être avec nous. Édition spéciale ce matin du Morning pour la journée de la Shoah, commémorée officiellement aujourd'hui en Israël. Bonjour Ali Waket. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste du monde arabe, et je voudrais qu'on parte tout de suite à la rencontre d'un homme. Il est palestinien, il est en train de faire beaucoup de bruit. Il est professeur à l'université Al-Quds, et pour inciter ses étudiants à la tolérance, eh bien, il est parti avec eux visiter le camp d'Auschwitz-Birkenau, mais il n'imaginait pas qu'à son retour, il allait se faire traiter de traître par les siens. Regardez. Difficile en visitant Auschwitz de rester insensible face aux vestiges de la machine à tuer nazie qui a exterminé méthodiquement des millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le professeur Mohamed Dajani ne fait pas exception à la règle. Il a été élevé dans une société palestinienne où la négation de la Shoah est monnaie courante, où la reconnaissance du drame vécu par les Juifs est perçue comme un renoncement à son propre statut de victime. Mais après une visite dans les camps de la mort en Pologne en 2011, il est devenu le défenseur de l'enseignement de la Shoah. En général, quand on vient de cette culture et qu'on entreprend une telle visite, c'est une sorte de dissonance cognitive. Avant, j'enseignais la Nakba et des milliers de Palestiniens enseignent la Nakba. Mais pas un seul Palestinien n'enseigne l'Holocauste. C'est pour cela que je ressens le besoin de combler ce manque. Dajani considère que seule l'éducation et la compréhension de l'autre, même de l'ennemi, aideront les Palestiniens à se libérer de leur propre statut de victime. Les Palestiniens n'ont pas une vue d'ensemble. Ils voient la photo d'un juif dans les camps de concentration nazis. Ils voient leurs propres conditions et ils se mettent à comparer ou à imposer cette perspective aux Palestiniens. Je ne voulais pas que les Palestiniens comparent la Nakba à la Shoah. En étudiant la Shoah, ils peuvent s'apercevoir des différences et cesser de comparer comme si cela était comparable. En mars dernier, Mohamed Dajani s'est lui-même retrouvé en pleine tourmente. Il avait créé la polémique dans la société palestinienne en organisant le voyage d'une délégation d'étudiants palestiniens en Pologne dans le cadre d'un cours sur la réconciliation. Au cœur de la tourmente, l'université d'Al-Quds est allée jusqu'à demander à ses étudiants de déclarer qu'ils étaient forcés à participer à ce voyage. Cette énorme crise les a atteints. Ils ont eu peur de ce qu'on pensait d'eux, du regard qu'on porterait sur eux au sein de leur communauté. Ils ont subi une forte pression sociale. Malgré ces violentes réactions, cette visite en valait la peine, selon Dajani. Elle a profondément marqué les étudiants. Les effets varient selon les étudiants. Ceux qui viennent d'un milieu idéologique très engagé ont résisté à ce qu'ils voyaient, à ce qui leur arrivait. Comme une dissonance cognitive, ils se sont mis à rationaliser les choses, à trouver des réponses qui ne correspondaient pas à la réalité qu'ils voyaient face à eux. D'autres, issus du milieu idéologique moins militant, qui sont venus avec l'esprit ouvert, se sont sentis extrêmement bouleversés. Pour Dajani, le fait que des gens se soient exprimés en faveur du projet une fois le calme revenu est un signe d'espoir. Nous devons compter là-dessus. C'est là que je ressens que ça ne devrait pas être le seul voyage de ce genre et qu'il devrait y en avoir d'autres, qu'ils soient organisés par les Palestiniens ou par la communauté internationale. Alors Ali,
pourquoi cette initiative du professeur Dajani a provoqué un tollé chez les Palestiniens? Pourquoi son université s'est immédiatement désolidarisée de lui? Parce que jusqu'à présent, le malheur des Palestiniens, c'est que le moment où ils reconnaissent le fait que la Shoah, c'était peut-être la grande catastrophe, la grande crime humain dans l'époque moderne, ils renoncent au fait qu'eux aussi, ils sont en train de subir une catastrophe qui est la Nakba, et ils ne sont pas en mesure de voir qu'il n'y a pas quoi comparer entre une situation politique et un crime qui a été mené non pas seulement contre les Juifs, mais contre l'humanité. Et à mon avis, des figures comme Mohamed Dajani sont loin d'être encore majoritaires, mais ce qui est un peu réfléchissant, c'est qu'il y a de plus en plus des personnalités palestiniennes et aussi dans le monde arabe qui disent qu'il ne faut pas comparer entre la Nakba palestinienne et l'Holocauste juif, et que en niant l'Holocauste, on touche vraiment au caractère des Arabes, à l'image des Arabes dans le monde entier, surtout qu'on sait que ceux qui mènent cette négation, cette campagne de négociation, sont des intellectuels arabes. Mais Barbara, il faut aussi savoir que sur le net, il y a des dizaines de milliers de téléchargements du journal d'Anne Frank, par exemple, dans le monde arabe. Donc, les gens sont de plus en plus curieux à apprendre sur la Shoah. Et il y a des gens qui sont capables de mesurer entre la Shoah et la Nakba et qu'il n'y a pas quoi comparer. Alors, vous dites que les Palestiniens ont l'impression qu'en reconnaissant la Shoah, ils devront oublier leur propre souffrance, renoncer en quelque sorte à leur statut de victime. Pourquoi ce serait ou l'un ou l'autre? Ou on reconnaît la Shoah, ou on reste des victimes? Parce que selon les Palestiniens, la question de la Shoah était un accélérateur qui a accéléré la création d'Israël. Et donc, la façon de se défendre, c'est de dire que la Shoah était juste une propagande pour justifier l'immigration juive en Palestine. Et comme c'est une propagande, il faut faire face à cette propagande par une autre propagande, et juste en niant la Shoah. Mais, comme j'ai dit, c'est vrai que la négation est toujours plus importante que des gens comme cette tendance-là. Mais cette tendance-là commence à toucher de plus en plus des intellectuels palestiniens. Par exemple, le collègue de M. Dajani, le philosophe palestinien Seri Nusseibeh, que lui aussi il est de Al-Quds, a subi la même campagne dont subit maintenant M. Dajani, des Palestiniens qui disent: comment est-ce que vous osez aller à Auschwitz avant que les Israéliens, avant que les Juifs ne reconnaissent leur responsabilité morale sur la Nakba et sur le sort des réfugiés palestiniens. Et l'audace des gens comme M. Dajani et le chemin qu'ils peuvent élaborer pour les Palestiniens de commencer à faire face avec la Shoah, de comprendre la Shoah pour peut-être mieux comprendre... Est-ce qu'aujourd'hui, tout simplement, on enseigne la Shoah dans les lycées, les universités palestiniennes ? On enseigne, mais encore malheureusement, on enseigne dans le cadre de la propagande sioniste, la propagande juive. Comment est-ce que, pour justifier l'occupation, on emploie la Shoah? Pour justifier la sympathie internationale, on emploie la Shoah, mais on ne l'enseigne pas en tant que crime contre l'humanité, en tant qu'un phénomène qu'il faut faire tout pour que ça se répète, pas. Et surtout, c'est investi dans l'enjeu politique entre Israéliens et Palestiniens. L'Allemagne soutient Israël, l'Allemagne prend des positions plutôt pro-israéliennes à cause de l'Holocauste et à cause de l'histoire entre Allemands et Juifs. C'est dans ce contexte que malheureusement la majorité des cours sur la Shoah sont encore faits dans l'autorité palestinienne. Alors vous parliez, et vous n'êtes pas le seul, Mohamed Dajani également parlait dans le reportage de comparaison chez les Palestiniens entre la Nakba et la Shoah. Il faut noter qu'au moment de ce voyage d'étudiants palestiniens à Auschwitz, des étudiants israéliens se sont rendus dans des camps de réfugiés palestiniens à Shoafat et à Bethléem. Est-ce que la comparaison, elle est nécessaire, indispensable? Non. Comparer la Shoah avec la Nakba
c'est vraiment injuste vis-à-vis de la Nakba comme vis-à-vis de la Shoah. C'est vrai que ça vaut le coup que les Israéliens apprennent sur le phénomène des réfugiés palestiniens, mais surtout, c'est très important pour que les Palestiniens, les Arabes, apprennent sur l'Holocauste. Je tiens à dire, Barbara, que même en Israël, le gouvernement israélien a tort de ne pas introduire l'enseignement de la Shoah dans les écoles arabes, comme quoi, disons que la Shoah, c'est quelque chose exclusif pour les Juifs, appartient aux Juifs, et vous, ça ne vaut pas le coup que vous les étudiez. Et les études de la Shoah dans les écoles arabes et dans le milieu arabe, même en Israël, ce sont des résultats des initiatives privées des enseignants ou des directeurs d'école. En tout cas, Ali, on est en train de voir peut-être que les choses sont en train de changer avec ce genre d'initiative, mais pas seulement. On s'arrête à présent sur les déclarations du président palestinien. Pour la première fois, un dirigeant palestinien reconnaît l'ampleur de la Shoah. Pour Mahmoud Abbas, il s'agit du pire crime de l'histoire. Regardez. 4 jours après l'accord de réconciliation Fatah-Hamas, le gouvernement israélien ne décolère pas. Ce dimanche, à l'occasion de la traditionnelle réunion du Conseil des ministres, Benyamin Netanyahou a de nouveau exhorté la direction palestinienne à se démarquer du mouvement islamiste. Au lieu de faire des déclarations consensuelles et même d'apaiser l'opinion publique internationale, Mahmoud Abbas devrait renoncer à une alliance avec le Hamas, un groupe terroriste qui appelle à la destruction d'Israël et nie l'Holocauste, et opter pour une paix véritable avec Israël. Même son de cloche chez Tzipi Livni, qui gère l'épineuse question du processus de paix. Bien que la ministre de la Justice ne ferme pas totalement la porte des négociations. La décision israélienne est d'attendre et de voir comment les choses évoluent côté palestinien. Il nous faut trouver un moyen de sortir de cette situation complexe et en attendant, nous suspendons temporairement le processus de paix. Néanmoins, je crois qu'aussi longtemps qu'eux et nous en aurons la volonté, il faudra trouver une solution et aller de l'avant. Depuis Ramallah, la direction de l'OLP s'efforce de rassurer Israël sur ses intentions. Et on voit aussi des messages d'apaisement. Ce dimanche, journée marquant le début des commémorations de l'Holocauste, le président palestinien Mahmoud Abbas a qualifié la Shoah du crime le plus odieux de l'ère moderne. Une déclaration forte, pas sûr toutefois qu'elle suffise à faire diversion, alors que le Hamas maintient toujours des positions radicales à l'égard de l'État hébreu. La reconnaissance d'Israël par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas n'est pas une chose nouvelle. Notre mouvement assure qu'il ne reconnaîtra jamais l'occupation israélienne et veillera à la mise en œuvre de cet accord de réconciliation. Mais l'unité palestinienne n'est pas liée à toutes ces questions. Un discours qui prouve que les Palestiniens sont peut-être réconciliés, mais loin encore de parler d'une seule voix. Alors pour Mahmoud Abbas, la Shoah, c'est le crime le plus odieux de l'histoire, la plus grande tragédie de l'humanité. Qu'est-ce qui lui prend ? Et je ne veux pas dire une tragédie, mais moi, je n'ai pas apprécié la réaction du Premier ministre israélien Netanyahou vis-à-vis de la déclaration de M. Abbas. Le fait que M. Abbas a traité le Shoah non dans le contexte de la Nakba, mais le Shoah en tant que crime contre l'humanité, c'est un précédent qu'il fallait de là continuer entamer un processus dans le cadre duquel les Palestiniens sont de plus en plus familiers avec la Shoah, les conséquences de la Shoah sur la méfiance des Israéliens dans le processus de paix vis-à-vis des mouvements. Voilà, Benyamin Netanyahou a dit que finalement ces déclarations ne sont pas si significatives que ça et que Mahmoud Abbas devrait plutôt rompre les liens avec le Hamas. Vous avez été déçu par cette réaction ? Parce que les liens avec le Hamas sont des liens politiques. Monsieur Abbas a fait une déclaration d'ordre moral, une déclaration qu'il faut qu'elle soit une généralité dans la société palestinienne. Même le Hamas, quand ils ont dit, ils n'ont pas nié dans ce que monsieur Abou Zuhri a dit, l'Holocauste, ils ont dit on ne va pas reconnaître l'occupation israélienne. Ils n'ont pas même dit on ne va pas reconnaître l'État d'Israël. Et même dans les déclarations du Hamas, je sens un certain changement à cause de ce qui se passe, surtout en Égypte, mais en général dans le monde arabe. Ils ne parlent plus de ne pas reconnaître l'État d'Israël, mais de ne pas reconnaître l'occupation. Et il y a donc une grande différence. Pourquoi il dit ça maintenant, Abbas ? Abbas, il dit ça parce que
Il y a pas mal de gens qui ont lui reproché que sa position vis-à-vis de la Shoah n'est pas claire. Il veut clarifier que sa réconciliation avec le Hamas n'est pas aux dépens des Juifs. Ce sont des calculs inter-palestiniens et que cette réconciliation ne va pas contre le processus de paix avec Israël. Enfin, justement, c'est politique. C'est pour dire je suis pour le processus de paix, je reconnais la souffrance du peuple juif. Vous, les Juifs, reconnaissez la souffrance du peuple palestinien. Mais Barbara, il n'a pas exigé ça. Il n'a pas exigé. Ça sous-entend ça. Ça sous-entend, mais encore, il n'a pas dit ça clair et net. Et la discussion que ça va créer au sein des Palestiniens, c'est quelque chose de très encourageant. De voir maintenant que des Palestiniens commencent à discuter la Shoah, non pas dans le contexte est-ce que la Shoah existait ou non, mais est-ce qu'il fallait attaquer la Shoah dans le cadre, dans la façon que M. Abbas l'a fait. Et c'est quelque chose, c'est une innovation dans la société palestinienne. M. Dajani, maintenant, il est soutenu par le chef des Palestiniens. Un mot quand même, Ali, pour finir, de la thèse, de doctorat de Mahmoud Abbas. Vous parlez de changement de cap, d'innovation. Dans les années 80, Mahmoud Abbas soutient une thèse à l'université de Moscou consacrée à la Shoah, mais selon un aspect très particulier, les relations secrètes entre les nazis et le mouvement sioniste. Est-ce que ces déclarations sont véritablement une révolution pour Mahmoud Abbas ou il reste un négationniste? Non. Sa thèse de doctorat, elle vient dans le cadre de la négation générale qui a marqué le monde arabe jusqu'à il y a quelques années. C'est pour cela que je vois un changement et sur le plan individuel de M. Abbas, mais surtout sur le plan politique. M. Abbas demande aux Palestiniens d'arrêter cette négation. Merci beaucoup Ali Waked d'avoir été avec nous. À suivre, nous serons en direct à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Les cérémonies officielles se poursuivent ce matin. Et j'ai le plaisir à présent d'accueillir sur le plateau du Morning Noir Kliger. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un survivant du camp d'Auschwitz. On va parler évidemment dans un instant de votre histoire, de votre témoignage. Mais avant ça, je voudrais qu'on s'intéresse à la situation des rescapés qui vivent en Israël. Ils ne sont plus que quelques centaines de milliers et vivent dans leur majorité dans la pauvreté, la solitude, la plus totale. Regardez ce reportage de Daniel Ziri, on en parle juste après. Une population qui s'amenuise de jour en jour. Environ 190 000 rescapés de l'Holocauste vivent aujourd'hui en Israël. Leur âge moyen est de 85 ans, 1000 d'entre eux décèdent chaque mois. Même si la plupart des rescapés dans le pays vivent confortablement aujourd'hui, selon le rapport de la Fondation en faveur des victimes de l'Holocauste en Israël, publié ce dimanche, 60% de ces survivants sont inquiets de leur situation financière. Près de 25% d'entre eux vivent même sous le seuil de pauvreté. C'est le cas de Olosh Yanouch Thomas, 73 ans. Cela fait 35 ans qu'il vit seul dans ce logement social de Bat-Yam. Son seul revenu, 2800 shekels, soit 600 € par mois. Avec les prix d'aujourd'hui, c'est vraiment la famine. C'est tout ce que j'ai réussi à avoir dans la vie. Rien, sauf cet appartement. Comme beaucoup de rescapés de la Shoah, Thomas fait également face à des problèmes de santé. Lorsque les factures médicales s'accumulent, de nombreux survivants dans le besoin font appel à la Fondation en faveur des victimes de l'Holocauste. Cette organisation leur accorde de l'aide financière comme des remboursements de frais médicaux ainsi que d'autres services. La plupart des personnes que l'on assiste ont des besoins de base, comme de l'aide à domicile, des subventions personnelles, un bouton d'urgence. Certains se sentent simplement seuls et leurs besoins ne se mesurent pas en somme d'argent. Ils veulent simplement qu'un bénévole vienne les voir. Chaque mois, l'organisation reçoit des milliers de demandes d'assistance. Son budget vient en majeure partie du gouvernement israélien. Le but, permettre aux rescapés de vivre dans la dignité et leur accorder le soutien nécessaire pour leurs dernières années. Ceux qui ont déjà vécu tant de malheurs méritent bien un peu de réconfort. Alors Noir Kliger, selon les derniers chiffres, il serait en Israël aujourd'hui 193 000 rescapés. On a vu, pour certains d'entre eux, ils vivent dans une situation difficile. Est-ce que ça vous touche, cette situation? D'abord, je vais expliquer qu'il y a deux sortes. Il y a des survivants, donc ceux qui étaient dans les camps,
ghettos qui étaient cachés ou chez les partisans, et puis il y a les rescapés, ceux qui n'ont jamais été sous régime allemand, c'est-à-dire des juifs qui habitaient ou qui ont réussi à s'enfuir de Pologne en URSS, d'abord, donc ils étaient en URSS. Il y a eu d'autres dans des pays qui n'ont pas été occupés par les Allemands, comme la Suisse par exemple, ou l'Espagne, et la Grande-Bretagne évidemment. Donc les rescapés, ce sont ceux de l'Europe qui n'ont jamais été sous régime allemand. Ça, c'est le rescapé. Je dirais même plus, parce qu'aujourd'hui, comme les Allemands reconnaissent déjà comme rescapés des Juifs qui ont vécu à 100 km du front, ou des fronts. Je dirais même que les Yishuv, en Eretz Israël, c'est les rescapés. Parce que Rommel n'était pas très loin d'Eretz Israël, quand Montgomery l'a arrêté à El Alamein. Autrement, les Allemands arrivent aussi en Eretz Israël, en Palestine. Et à ce moment-là, les Yishuv n'existaient pas, n'existaient plus. Donc d'autres termes, ça aussi, au fond, c'est de rescapés. Le mot n'est pas juste. Il faut dire survivants pour ceux qui étaient vraiment sous les Allemands. Alors ces rescapés qui vivent aujourd'hui en Israël ont quand même reçu, ont droit en tout cas à certaines aides, le statut, à des subsides, etc. Mais qui n'arrivent pas toujours. Ils ont été reconnus par l'État. Ils viennent en général, ils viennent des anciennes républiques de l'Union soviétique. Ils ont été reconnus, donc ils ont des droits. Mais qui n'arrivent pas toujours, on le répète, une grande partie d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Est-ce que le gouvernement n'en fait pas assez? Mais ça aussi, c'est exagéré. Je ne crois pas qu'ils sont là depuis 20-25 ans. Je ne crois pas qu'ils sont déjà tous dans la misère. Je ne crois pas non plus qu'ils sont tous déjà, qu'ils vivent tous seuls. C'est-à-dire, il y a certainement des milliers, sans aucun doute. Mais est-ce que le gouvernement devrait en faire plus pour cela, quand même? Il faudrait faire plus pour tous les Israéliens qui sont dans la misère. Et il y a beaucoup plus de non-rescapés ou de non-survivants israéliens qui sont dans la misère. Vous ne voyez pas un devoir il y a des centaines de mille. Prioritaire pour Israël? Non, justement, je crois que ce n'est pas un rescapés-là? privilège. Pour moi, après tout, je suis un survivant à Auschwitz, etc. Ce n'est pas un privilège. Nous avons souffert, c'est vrai. Nous ne pouvons même pas raconter ce qui nous est arrivé parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour raconter tout ça. Mais ce n'est pas un privilège. 70 ans plus tard, ce n'est pas un privilège du tout. Il faut aider tous ceux qui sont nécessités en Israël. Et il y a des centaines de mille qui n'ont jamais été près d'un camp, ni ils étaient même pas, je sais pas, ils étaient jamais en Europe. Les Nord-Africains, par exemple. Pourquoi on ne les aiderait pas? Des Yéménites qui sont aussi dans la misère. Pour vous, Israël ne doit pas faire la différence, ne doit pas être obligé de les aider davantage. D'après moi, c'est très gentil, par exemple, que le ministre des Finances ait réussi à trouver 1 milliard. Ouais, il a débloqué 1 milliard de shekels. 1 milliard. Pourquoi il n'a pas trouvé encore 3 milliards pour les autres? Les autres, ils ne s'en occupent pas. Les populations israéliennes qui vivent dans la pauvreté, c'est d'eux dont vous parlez. Absolument, justement. Je sais que je suis un des rares à le dire, mais ce sont les faits. Un pays doit aider tout le monde. Il ne peut pas seulement aider une catégorie quand même. Même si cette catégorie, c'est vrai, est passée par des... on ne peut pas expliquer par où elle est passée, cette minorité. Mais il y a une majorité aussi qui doit être aidée. Alors votre volonté de ne pas faire de différence entre les rescapés, les survivants, les autres Israéliens qui vivent dans la pauvreté, c'est une façon de dire nous avons survécu et aujourd'hui nous sommes comme tout le monde? Je suppose que oui, parce que je dois avouer que dans mon entourage, ou ceux que je connais, la plupart ont réussi à se remettre. Famille, commerce, études, ils ont réussi. Ils sont comme tous les autres Israéliens. De toute façon, tous les rescapés et tous les survivants ont une pension. D'abord, tous les survivants ont une pension mensuelle, soit de l'Allemagne directement, soit du ministère des Finances en Israël, tous. Il y a aussi, par exemple, nous payons, si je ne me trompe pas, 50% des taxes municipales, ce qu'on appelle l'arnona en Israël. Nous avons, les médicaments sont à 10%. Donc les avantages existent et ils sont suffisants. Sur tous les rescapés, pas seulement sur les survivants, sur tous les rescapés. Donc il y a des avantages déjà de toute façon. Il est vrai qu'il faut aider ceux qui sont dans la misère.
Mais comme j'ai dit, ça ne doit pas se limiter aux rescapés. Voilà, c'est un point de vue intéressant. Noah Kliger, restez avec nous. On va parler dans un instant de votre histoire. Pour l'heure, on prend la direction de Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, où les cérémonies vont se poursuivre dans moins d'une heure. Elles ont démarré hier soir. Bonjour Daniel Haïk, vous êtes avec nous en direct depuis Jérusalem. Quelle atmosphère règne à Yad Vashem ? Écoutez, on se prépare donc effectivement à une seconde cérémonie, une cérémonie de dépôt de gerbes qui débutera tout de suite après la sirène du souvenir, 2 minutes de sirène du souvenir à 10 heures précises, au cours de laquelle l'ensemble des Israéliens vont se recueillir pendant 2 minutes et évoquer le souvenir des 6 millions de martyrs de la Shoah. Alors bien entendu, dans l'ensemble de l'État d'Israël, il y a beaucoup d'émotions. Une journée de recueillement, une journée de souvenirs qui est marquée effectivement aussi dans l'éducation nationale en Israël, puisqu'au moment où donc se déroulera cette cérémonie ici, eh bien s'ouvriront également des cérémonies dans tous les établissements scolaires. Et il y a après donc la cérémonie, après la sirène du souvenir, il y aura des cérémonies au cours de laquelle les rescapés et les descendants de rescapés réciteront les noms de membres de leur famille qui ont péri dans la Shoah, dans la tourmente, il y a de cela plus de 70 ans maintenant. Alors, Daniel, un mot quand même de cette sirène. Pour ceux qui ne l'ont jamais vue, c'est toujours extrêmement impressionnant. La première fois, vous, ça fait longtemps que vous vivez en Israël. Est-ce que l'émotion, elle est toujours de mise ? Ah, effectivement. Écoutez, Barbara, vous savez, l'État d'Israël, la société israélienne est une société extrêmement clivée en temps normal. Eh bien, en cette journée du souvenir à la mémoire des martyrs de la Shoah, comme la semaine prochaine, lors de la journée du souvenir à la mémoire des soldats qui sont tombés pour que l'État d'Israël puisse vivre, eh bien, ce sont 2 journées qui sont extrêmement marquantes, au cours de laquelle eh bien, les Israéliens mettent de côté toutes leurs divergences de vues et ils se recueillent à l'unisson. Il y a une unité exceptionnelle dans la société israélienne pendant ces journées-là. Et puis, il faut rappeler, il faut le préciser, ce sont des journées qui sont des journées de deuil national. Tous les cafés, restaurants, cinémas, théâtres sont fermés et donc les Israéliens sont focalisés par le souvenir, et ce souvenir c'est très important pour la société israélienne. Cette unité c'est très important aussi pour une société qui est aussi clivée que celle de l'État d'Israël. Est-ce que Daniel, cette journée de la Shoah cette année a un thème particulier ? Oui, elle a un thème particulier, elle est centralisée autour de l'année 1944, qui est une année particulière puisque, eh bien, alors qu'à l'ouest, les Alliés débarquent, les Américains, les Anglais, les Britanniques débarquent en Normandie et font reculer les nazis, eh bien, pendant cette même seconde période de l'année 44, eh bien, par exemple, l'ensemble du judaïsme, ou en tout cas une partie importante du judaïsme hongrois, est exterminé, en particulier dans le camp d'Auschwitz. Ce sont plus de 500 000 juifs hongrois qui sont exterminés dans les camps de la mort. Et donc c'est une année entre la libération et la poursuite de l'extermination, une année charnière dans cette Seconde Guerre mondiale, une année charnière pour la Shoah. Et donc on a voulu mentionner la particularité de cette année ici en Israël. C'était donc il y a très exactement 70 ans. Merci beaucoup Daniel, en direct depuis le mémorial de la Shoah à Yad Vashem. Noah Kliger, vous étiez où en 44 ? En 44, j'étais à Auschwitz jusqu'au janvier 45. C'était à Auschwitz. Je sais, les Nations Unies ont reconnu le 27, il y a une dizaine d'années, je crois, 11 ans. Non, il y a 9 ans, en 2005. Le 27 janvier comme jour de l'Holocauste. C'est le jour où les armées soviétiques sont entrées à Auschwitz. Mais Auschwitz n'a pas été libéré parce que 9 jours plus tôt, dans la nuit du 17 au 18 janvier 1945, on nous avait évacués d'Auschwitz, les derniers survivants. Nous sommes partis dans ce qui est devenu après la marche de la mort, parce que sur les 57 000 qui sont partis de tous les camps d'Auschwitz, il y avait 44 camps à Auschwitz. 19 000 sont arrivés dans un camp quelconque. En Allemagne, tous les autres sont restés sur la route, ou bien fusillés parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre le rythme, ou bien ils sont morts, ils se sont couchés, ils sont morts. Moi, je dis en général, ils sont crevés parce qu'un être humain ne meurt pas de cette façon-là. On crève de cette façon-là.
Donc j'étais là, en 1944, nous étions là, nous avons vu arriver les premiers convois de la Hongrie, en mai 1944. Jusque-là, il n'y avait pas de convoi organisé de la Hongrie dans les camps d'extermination, parce que le régent de la Hongrie, elle était plus ou moins indépendante, fasciste. Le régent Nicolas von Horthy était opposé à l'extermination des Juifs. Il était fasciste, mais il était opposé. En mars, il a été liquidé, il a été, comment dirais-je, il a dû partir. Les Allemands sont entrés, Eichmann est entré, et puis il a commencé immédiatement. Et puis en 11 semaines, ils ont amené 440 000 Juifs allemands, hongrois, à Auschwitz. Quel âge vous aviez, Noir, quand vous êtes arrivé à Auschwitz? Quand là, j'avais 16 ans et demi quand je suis arrivé. Est-ce que quand vous arrivez à Auschwitz, j'avais déjà 18. À l'âge de 16 ans et demi, est-ce que vous comprenez l'ampleur de ce qui est en train de se passer? J'ai déjà compris à l'âge de 14 ans, parce que j'étais sous le régime allemand depuis 1940. Depuis le 10 mai 1940, pour préciser, la guerre est claire. Les Allemands attaquent la France, la Belgique et la Hollande. Il y a déjà l'étoile jaune, il y a les restrictions. Et puis petit à petit, il y a des déportations, on ne savait pas où, dans des camps de travail. Donc j'étais déjà au courant, j'étais même très au courant. J'ai milité dans deux organisations secrètes. Dans la Brigade Blanche, je suis né à Strasbourg, mais nous sommes déplacés en 1939 en Belgique, parce que mon père croyait que la Belgique allait rester neutre. Là, il s'était trompé. J'ai milité dans la Brigade Blanche, ce qui est la résistance belge, et dans une organisation de jeunes sionistes pour faire partir des jeunes juifs de la Belgique par la France en Suisse neutre. Ce que nous avons fait. Donc j'étais au courant de tout. Je dis toujours, et je l'écris toujours d'ailleurs, au fond, je n'ai pas une jeunesse, moi. Je suis passé d'un enfant à un adulte. J'avais 14 ans, mais j'étais un adulte. Je savais tout déjà. Vous racontez en tout cas votre histoire passionnante dans un livre qui s'appelle « La boxe ou la vie », récit d'un rescapé d'Auschwitz préfacé par Elie Wiesel aux éditions Elkana. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Noir Kliger. À suivre dans le Morning, on parlera de ce documentaire, ça s'appelle Numbered, numéroté. Une vingtaine d'Israéliens se sont fait tatouer sur l'avant-bras le numéro que portaient leurs grands-parents dans les camps. C'est une initiative troublante. Toutes les images après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning, édition spéciale consacrée aujourd'hui au jour de la Shoah. Et on poursuit avec la revue du web consacrée à la Shoah sur Internet. C'est tout de suite. Alors Rudy Sada, bonjour. Vous nous proposez aujourd'hui plusieurs sites à consulter. Oui, alors un des grands enjeux de cette journée du Yom HaShoah, c'est la mémoire et la transmission aux nouvelles générations de cette tragédie. Alors, on le sait, le témoignage direct est la meilleure des façons de faire passer le message, mais année après année, les survivants disparaissent. Cela pose un nouveau défi auquel répond depuis 1994 la Fondation des archives de l'histoire audiovisuelle des survivants de la Shoah. Elle a été créée par le cinéaste Steven Spielberg. Alors l'idée est simple, recueillir en vidéo le plus de témoignages possibles venus de partout dans le monde. Alors 20 ans après la création de la Fondation, on a pu réunir 52 000 témoignages en 32 langues et dans 52 pays différents. Cette banque, elle est utilisée à des fins pédagogiques et elle est aussi en partie disponible, comme vous le voyez, sur Internet, sur le site vhf.org. Alors classé par thème ou par langue, vous pourrez écouter ces témoignages, comme par exemple ce témoignage édifiant, c'est Sarah Montard qui raconte comment elle a pu s'échapper du vélodrome d'hiver le matin de la rafle. Je vous propose de regarder un petit extrait de son témoignage. Et alors, je me suis glissée donc derrière cet agent et je suis allée à reculons vers les gens. C'est-à-dire que je me suis trouvée à un moment entre lui et les personnes qui étaient à 1 mètre, à 1 mètre 50, 2 mètres de lui, et à 1 mètre en avant des personnes qui étaient venues voir en curieux.
Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Alors je lui dis, mais je ne suis pas juif, je suis venu voir quelqu'un. J'avais mon manteau sur le bras, c'est tout ce que j'avais. Il n'y avait pas de sac à main à cette époque-là. Une jeune fille de 14 ans, non. J'avais mon manteau plié avec l'étoile à l'intérieur, cousu sur le côté gauche. Mais sur ma robe, j'avais une robe d'été, évidemment, et je n'avais pas l'étoile. Alors je lui dis, donc je ne suis pas juif, je suis venu voir quelqu'un. Et il me dit, foutez-moi le camp, vous reviendrez demain. Et même maintenant, je ne peux pas dire, je ne pourrais pas vous dire s'il m'a cru ou s'il ne m'a pas cru et qui m'a sauvé la vie, en somme. Noar, est-ce que vous témoignez beaucoup, souvent, c'est important? Beaucoup, je crois, oui. 2 fois par semaine en général, depuis près de 60 ans, non seulement en Israël, mais dans le monde entier, comme je parle plusieurs langues, plus ou moins, je peux me débrouiller. Je fais ça depuis à peu près 60 ans parce que je crois que j'ai été sauvé, rien que pour pouvoir raconter. Pas expliquer, il n'y a pas moyen d'expliquer la Shoah. On ne peut pas expliquer non plus un camp d'extermination comme Auschwitz. On ne peut pas expliquer non plus le comportement des Allemands de l'époque, parce qu'il n'y a pas d'explication. On peut raconter encore, c'est pas facile, parce que la langue humaine n'a au fond pas les vrais mots pour raconter tout ça. Alors je le fais depuis à peu près 60 ans, c'est-à-dire c'est une mission que je me suis imposée moi-même. Personne ne m'a demandé de le faire, personne ne me demande aujourd'hui de le faire, mais je suis très souvent invité, je dois refuser parce que des fois, je ne peux pas parler 4 fois par jour, et certainement pas dans plusieurs endroits en même temps. Donc, mais je fais ça au moins, si je peux dire, j'ai dû faire des dizaines de milliers déjà, et ces interventions comme ça s'appelle aujourd'hui. Alors à noter que vendredi dernier, à l'occasion des 20 ans de la Fondation, Steven Spielberg, qui l'avait donc créé il y a 20 ans, a annoncé la création d'un nouveau centre de recherche sur les génocides, tous les génocides, et les objectifs en fait seront d'étudier les conditions qui mènent au génocide et aussi de réfléchir à la façon d'intervenir à temps pour empêcher la machine de la mort de se mettre en action. Alors voilà pour ce site-là de la Fondation. Pour s'informer également, évidemment, le site incontournable, celui d'Yad Vashem. Oui, alors c'est un autre témoignage numérique très riche. C'est celui donc du site de la Fondation Yad Vashem. Au-delà du mémorial, c'est une source d'informations très complète sur le net, avec des kits numériques à télécharger en une vingtaine de langues. Là aussi, témoignages, photos et films sont disponibles. Je me suis arrêté sur une exposition en ligne qui s'appelle Stay Together, Restons ensemble. Elle raconte en photo le destin de 20 familles qui viennent des 4 coins de l'Europe et comment la Shoah les a décimées. Alors on dit souvent quand on parle de la Shoah, derrière le chiffre de 6 millions de morts, il y a des destins, des individus, et c'est exactement l'idée de cette exposition en ligne. Alors par exemple, on découvre le destin de la famille Hellman, qui a un destin tragique et incroyable. Une partie de la famille sera déportée, le père mourra à Auschwitz et certains enfants se réfugieront en terre d'Israël. On découvre en fait le parcours. Voilà, une de leurs filles, Lily, mourra du typhus après avoir survécu au camp. C'est des histoires passionnantes, poignantes, qui prennent beaucoup de force, avec cet angle de regarder tout simplement leurs photos de famille et de voir toutes ces familles qui ont été décimées au destin absolument tragique et parfois incroyable. On voit l'adresse s'afficher sur l'écran, yadvashem.org. Évidemment, on le conseille à tout le monde. On termine avec un dernier site internet, celui du projet Aladdin. Oui, alors le projet Aladdin qui avait été lancé sous l'impulsion de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sous le parrainage de l'UNESCO, c'était en 2009. Alors le but, c'est de lutter contre la prolifération du négationnisme dans le monde arabo-musulman qui est attisé par le conflit au Moyen-Orient. Alors pour y parvenir, le projet Aladdin traduit et met en ligne des ouvrages en arabe, en persan, en anglais sur la Shoah. Ils sont gratuitement téléchargeables sur la bibliothèque numérique du projet Aladdin. Et au-delà de ça, vous découvrirez les nombreuses actions de cette organisation. Vous avez des reportages sur les voyages qu'ils organisent à Auschwitz, et à noter que, chiffre non négligeable, le chiffre d'1 million de visites sur le site de Yad Vashem en langue arabe a été franchi cette année, ce qui est plutôt encourageant pour lutter contre le négationnisme. Noar, merci beaucoup Rudy, est-ce que le travail de mémoire a été fait selon vous de manière satisfaisante jusqu'à aujourd'hui? Non, carrément pas. Israël ne fait pas assez. On me demande à l'étranger, par exemple en Allemagne où je parle très souvent depuis quelques années, on me demande toujours est-ce que l'Allemagne fait assez? Et je dis je ne sais pas, l'Allemagne, Israël ne fait pas assez. Israël n'a pas fait assez, elle fait toujours pas assez. Pour la simple raison
que la Shoah n'est même pas c'est pas un thème. Elle fait partie de l'histoire dans les écoles moyennes. Et encore, pas toutes les écoles enseignent, parlent de la Shoah. Pendant des dizaines d'années, on n'en a pas parlé du tout, c'était pas imposé. C'est-à-dire que le ministère, les différents ministères n'ont pas imposé le thème. Il y a des écoles qui le faisaient parce qu'il y avait des instituteurs ou des institutrices qui voulaient le faire. D'autres écoles ne le faisaient pas du tout. L'actuel ministre de l'Éducation propose un nouveau projet de loi de commencer d'enseigner la Shoah en maternelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, maternelle pas. En maternelle, un enfant en maternelle ne comprend absolument rien. Il faut peut-être lui dire, s'il entend la sirène, comme aujourd'hui à 10h, la sirène, il faut peut-être lui dire, ça c'est... on veut maintenant commémorer, je ne sais pas, quelque chose. Ça, il pourrait peut-être comprendre. Il ne comprendra jamais, hein, pas en maternelle. Il faudrait commencer, d'après moi, en 3e ou 4e, c'est-à-dire quand ils auront 9 ou 10 ans. À ce moment-là, il y a moyen déjà de leur parler. Je le fais moi-même déjà. Vous allez dans les écoles en Israël? Certainement, je parle évidemment notre langage. Ouais. Je n'emploie pas les expressions qu'ils ne comprennent pas, mais j'essaie et j'arrive aussi à le faire. Mais en maternelle, certainement pas. Restez avec nous, Noar Virginie. On parle avec vous de ce travail de mémoire également qui a été fait par les documentaires, par la fiction. 2 exemples ce matin avec vous. D'abord, un documentaire sur la Shoah qui a été restauré. Ce sont des images réelles que l'on pourra voir très prochainement. Et oui, exactement. L'annonce a été faite au mois de janvier. Le Musée impérial de la guerre de Londres a fini par restaurer un documentaire qui avait été monté à l'origine par Alfred Hitchcock et qui avait été récupéré à l'époque des séquences tournées par les caméramans de l'armée anglaise pendant la libération de Bergen-Belsen en 1945. Ce documentaire avait été commandé par le gouvernement anglais qui, à cette époque, l'avait demandé pour informer les Allemands sur les atrocités commises par les nazis. Un projet qui avait été aussi soutenu par les Américains et malheureusement qui n'a pas vu le jour. Alors, ce qu'il s'est passé, c'est que la diffusion avait été annulée au dernier moment. Alors, pourquoi? Pour des raisons de changement de situation politique, en particulier en Angleterre, mais aussi par peur que l'Allemagne ne puisse pas se reconstruire assez vite après la diffusion de ces images. Alors 5 des 6 bobines du film ont été finalement déposées dans ce musée de Londres. Elles ont été oubliées jusqu'à ce qu'un chercheur américain les redécouvre dans les années 1980. 4 ans plus tard, le film a alors été montré dans une version qui était à l'époque incomplète et diffusée au Festival du film de Berlin. Aujourd'hui, la restauration qui arrivera l'année prochaine a remis le film dans sa forme originale, celle qui était voulue par Hitchcock. Les seuls à l'avoir vu aujourd'hui, ce sont les membres du musée, des historiens et des experts, et ils le décrivent comme un film, comme une vision d'une véritable chambre des horreurs. Et alors, on pourra le voir quand, ce documentaire? Alors, ce documentaire, il sera diffusé en 2015 sur la BBC et le film sera sur les écrans à l'occasion du 70e anniversaire de la libération de l'Europe. Noar, tous les documentaires, peu importe la façon dont ils sont faits et le thème qu'ils traitent, sont bons à prendre? Les documentaires sont extrêmement importants parce que les documentaires sont des histoires vraies. Contrairement aux films, qui eux ne sont pas vrais du tout. C'est des romans. Les films sont des romans, ce qui est logique. On ne peut pas vendre un film avec des atrocités. Mais les documentaires sont extrêmement importants. C'est une des façons à essayer de, comment dirais-je, de continuer à commémorer la mémoire de ceux qui ne sont pas revenus et de ceux qui sont revenus mais qui ne sont plus là dans quelques années. C'est ça, c'est des images qui restent, mais après c'est vrai que c'est assez choquant. On n'a pas vu toutes les images là défiler, mais c'est quand même dur à voir. Donc, Alors on parle d'un autre documentaire également ce matin, Virginie, ça s'appelle Numbered, numéroté. C'est une mouvance en Israël, des jeunes qui se font tatouer sur l'avant-bras le numéro de leurs grands-parents. Exactement, alors à la suite de ce film, Numbered, réalisé par Dana Doron et Uriel Sinai, de plus en plus de jeunes ont décidé de faire tatouer le numéro de déportation de leurs grands-parents pour ne pas oublier, ce qui a créé en fait d'une part la polémique, puisque le tatouage il est interdit par la religion juive, mais aussi la fierté de certains rescapés qui voient ça comme un honneur, comme l'envie de marquer et comme l'envie de transmettre ce qu'il s'est passé. Alors pour ces jeunes, c'est pas du tout un phénomène ni une mode, on ne cherche pas à choquer, mais plutôt à transmettre cette histoire aux prochaines générations, à la vivre aussi à travers ce qui a marqué l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, que l'on ne veut surtout pas oublier. Alors aujourd'hui, on le sait, Rudy le disait tout à l'heure,
Il n'y a plus que quelques milliers de rescapés qui sont là pour nous raconter cette histoire. Survivants, on y tient à la différence. De survivants, oui, qui sont là pour raconter ce qu'ils ont vécu. Donc on tient à cette histoire et on tient vraiment à la transmettre. C'est ce qui est vraiment de plus important aujourd'hui. Ils sont combien à l'avoir fait ce tatouage aujourd'hui en Israël? Alors dans le film, on en a répertorié une vingtaine, mais il y en a de plus en plus qui le font chaque jour et ça continue à être un phénomène d'actualité. Vous en pensez quoi, Noah? Moi, je suis absolument pour. Mais évidemment, il y aura peut-être une centaine, il n'y aura pas plus que ça, parce que c'est quand même pas facile à le faire. Et puis, il y en a qui se sentent absolument contre. Oui. C'est-à-dire des familles qui ne veulent pas. Moi, je connais 2 familles qui ne veulent pas qu'ils le fassent. J'ai essayé de les convaincre, je n'ai pas réussi, parce que... Pourquoi c'est important, selon vous, que ces jeunes le fassent? C'est important d'abord pour les jeunes, ceux qui le font. Pour pouvoir dire après, voilà, ça c'est le numéro que mon grand-père avait à Auschwitz. Le numéro à propos est seulement Auschwitz. Malheureusement, c'est la marque déposée d'Auschwitz. Les autres camps n'avaient pas de numéro tatoué. Ils avaient du numéro sur les pyjamas, mais pas de tatouage. C'est-à-dire que pour ces jeunes, c'est extrêmement important. Ça sera aussi important parce que on va leur demander, c'est quoi ça? Le tatou, aujourd'hui ils appellent ça un tatou, c'est quoi ce tatou? Il va dire c'est le tatouage que mon grand-père avait à Auschwitz ou ma grand-mère avait à Auschwitz à Birkenau. C'est partie du devoir de mémoire. Absolument, absolument. Malheureusement, il n'y a pas assez. Moi j'aurais fait ça par milliers et par milliers. Seulement ça ne se fera pas. Il y a eu 400 000 qui ont été faits, donc effectivement. Il y a eu une campagne de tatouage éphémère qui a été lancée l'année dernière en Israël, qui a rencontré une certaine polémique aussi. C'était donc le même principe, mais éphémère, et c'était pour mettre en lumière les conditions de vie des rescapés de la Shoah aujourd'hui. D'ailleurs, ils se sont inspirés de ce documentaire et ça n'avait pas plu parce qu'effectivement, on se dit, est-ce que finalement on a besoin de ça pour faire de la pub? Est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire de la pub? Parce qu'effectivement, utiliser le numéro pour pouvoir transmettre l'histoire, je pense que, de mon point de vue, ça peut être assez intéressant parce que le jour où quelqu'un demandera qu'est-ce que c'est, eh bien, il y a toute une histoire derrière ce numéro et c'est là qu'on transmet l'histoire. Merci beaucoup à tous les deux. Le mot de la fin, il est pour vous, évidemment, Noah, en ce jour de la Shoah. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux jeunes générations? Un message sur la Shoah. La Shoah est un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas comme un holocauste. Les holocaustes sont spontanés. Par exemple, si les Ottomans se sont servis de la Première Guerre mondiale pour massacrer 1 300 000 Arméniens parce qu'ils étaient chrétiens, et les Ottomans étaient musulmans, évidemment. Mais ce n'était pas prévu, ce n'était pas organisé. La Shoah était la seule, la première et la dernière fois certainement, où un pays développé, peut-être le pays le plus développé au monde à l'époque, l'Allemagne, a décidé d'anéantir un autre peuple. Elle a mis sur place un programme avec tous les détails, avec toute la logistique. Comment faire pour assassiner, il faut le dire, 18 millions de Juifs qu'il y avait dans le monde. C'est la première, la dernière fois, je dis la dernière fois parce que ça n'arrivera certainement pas au peuple juif, grâce à Israël. Mais donc c'est tout à fait différent. Il faut comprendre qu'il faut transmettre ce message avec nous, voilà. de cette façon-là. Autrement, il n'y a pas moyen de le transmettre. C'est notre message. Merci beaucoup, Noah Kliger, d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité au Morning. Tout de suite, un nouveau journal. À demain. Portez-vous bien.